Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 147 aujourd'hui. En ce qui concerne mon actualité personnelle, je n'ai pas grand-chose de neuf à vous livrer. La semaine qui a suivi le semi-marathon a été quasiment off et j'ai remis seulement de l'intensité mardi, donc il y a 3 jours. Une petite séance de seuil qui était plutôt un seuil de douleur. Les jambes n'ont pas répondu comme habituellement. J'ai baissé un petit peu le curseur pour l'intensité, mais ça fait du bien de remettre la machine en route car des courses se profilent déjà. J'en aurai une du côté d'Orléans, donc le 15 avril, et puis un retour sur semi-marathon qui s'effectuera, je pense, le 4 juin dans la région de l'Allier, du côté de Moulins, avec la ferme intention d'aller défier ce chrono en essayant bien évidemment de passer une semaine un petit peu plus calme que celle qui a précédé le semi-marathon de Chartres. Voilà un petit peu pour mon actu. Et dimanche, que je n'oublie pas de vous le dire, je serai présent à l'arrivée du marathon de Paris pour vous encourager, pour discuter, pour échanger après vos beaux chronos, votre belle course. Eh bien, ce sera un plaisir d'aller à votre rencontre. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Si vous m'apercevez, interpellez-moi, que l'on puisse converser et débriefer votre course. En tout cas, ce sera un grand plaisir pour moi. Une découverte également, parce que j'ai jamais pris part à ce type de manifestation aussi grandiose. J'ai fait les 20 km de Paris côté coureur, là je vais découvrir le marathon côté spectateur pour vous apporter tout mon soutien et mes encouragements. Donc si vous souhaitez que l'on puisse se croiser, un petit message via les réseaux et puis on pourra convenir d'un endroit où se retrouver, ça me fera énormément plaisir. Avez-vous déjà entendu parler du Festival des Templiers ? Il s'agit d'une des courses les plus anciennes en France autour du trail. Elle a en effet vu le jour en 1995. Aujourd'hui, il s'agit d'un des premiers événements mondiaux en la matière avec plus de 10 000 coureurs qui se rassemblent sur des courses, une dizaine environ, allant du 7 km jusqu'à plus de 100 km pour la course au plus long format. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Odile Baudrier, qui en est la créatrice, l'organisatrice depuis l'origine. Avec son mari Gilles Bertrand, ils ont ramené ce concept de trail dans la nature des États-Unis. Après avoir vu 2 courses majeures, ils se sont inspirés de la Leadville et de la Western States, qui elles sont des courses de format 100 miles, née pour la première en 1983 dans le Colorado, la seconde dès 1977 en Californie. Ce festival des Templiers, qui chaque année, sur le dernier week-end d'octobre, anime le département de l'Aveyron et la région située autour de Millau, est un des événements majeurs du trail en France, comme peuvent l'être l'UTMB ou encore la Diagonale des Fous. Dans cet épisode, Odile revient sur la genèse de cette manifestation qui était bien moins importante en 1995, les coulisses de l'organisation, tout ce que ça englobe en termes de personnel, d'investissement, de logistique. Elle vous dévoile les difficultés rencontrées pour l'organisation et la bonne réalisation de ce festival des Templiers, mais aussi ses anecdotes, ses moments de joie. À travers son expérience, Odile nous apportera quelques éclaircissements sur l'impact du trail, notamment au niveau de l'économie et du tourisme local dans une région qui n'est peut-être pas propice à la base à la réalisation et à l'organisation d'un tel événement. Elle nous apportera également son regard sur la pratique du trail en France. Donc Odile, je te remercie d'avoir accepté l'invitation du podcast pour échanger sur ton parcours et sur ton rôle d'organisatrice d'une de ces plus grosses manifestations de trail en France, voire au monde. Moi, je vous laisse en compagnie d'Odile Baudrier, organisatrice et fondatrice du Festival des Templiers, qui se tiendra cette année du 19 au 22 octobre. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes et je vous souhaite bien évidemment une bonne écoute.
Bonjour Odile, merci d'être l'invité du podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. Alors je reçois une organisatrice d'événements et pas des moindres, à savoir le Festival des Templiers qui est, on va le voir, une des plus vieilles courses en trail en France. Merci Odile d'être l'invité aujourd'hui. Avec plaisir, Sébastien. Merci de l'invitation pour parler donc du Festival des Templiers. Alors Odile, je vais te laisser te présenter pour que tu évoques aux auditeurs qui tu es et quel a été ton parcours avant d'être l'organisatrice de ce festival qui rassemble un grand nombre de trailers chaque année. Alors en fait, à l'origine, j'ai un parcours professionnel qui est assez différent puisque j'ai travaillé dans une banque pendant 10 ans. Et ensuite, j'ai amorcé donc une réorientation professionnelle majeure en m'orientant vers le journalisme sportif avec donc Gilles Bertrand, mon mari, avec lequel nous avons créé donc plusieurs magazines, le magazine VO2 Magazine, le magazine Endurance. Nous avons eu également un titre dédié à l'athlétisme. Nous avons également édité beaucoup de livres, photos, guides pratiques, etc. Et ensuite, progressivement, nous avons donc vu énormément d'événements en athlétisme et en course à pied à travers le monde entier. Et c'est comme ça que sont nés les Templiers, puisque à l'occasion de la couverture pour le magazine VO2 d'événements de trail aux États-Unis, on a été séduit par ce concept qui était nouveau en France, inédit. Et donc, on a souhaité s'engager dans l'organisation. Et c'est ce qu'on a fait à partir de 1995 en créant donc le Grand Trail des Templiers. Une banquière à l'organisation d'une course, ça doit être quand même facile pour gérer les finances et tenir les cordons de la bourse. Alors justement, c'est un point sur lequel, quand on pense organisation, on pense pas trop à ça, mais bon, il faut effectivement être bon gestionnaire pour tenir le cap d'événements de cette taille. D'abord petit parce qu'au début, en fait, on manque d'argent, donc il faut trouver des ressources pour générer l'équilibre budgétaire des événements. Et donc, au fil des années, c'est un poste, oui, qui est quand même assez important. Après, dans cette optique-là, j'ai également pris en charge tous les aspects logistiques, on va dire globalement, de l'organisation, alors que Gilles, lui, s'est toujours concentré sur tous les aspects terrain, création de parcours, sécurisation et toute la communication autour. En fait, on a partagé nos champs d'action en se renforçant au fil des années avec plusieurs salariés à mesure que l'événement a grossi. Avant d'aborder vraiment l'organisation et ce parcours professionnel qui vous a conduit outre-Atlantique pour découvrir ces courses telles que la Leadville ou la Western States, est-ce que tu es sportive? Est-ce que tu pratiques la course à pied? Si oui, depuis combien de temps? Alors moi, je suis une petite coureuse à pied. D'abord, je suis plus toute jeune maintenant, mais oui, je pratique la course à pied depuis, je sais pas, 40 ans sans doute. Hein. Donc, j'ai fait quelques marathons, un 100 km, quelques semi-marathons, des classiques comme Paris-Versailles, Marne-Allemande deux fois. Voilà, j'ai fait avec un petit niveau, une performance sur marathon autour de 4 heures, sur 100 km autour de 13, je crois, si je me rappelle bien. Voilà, un petit niveau. Mais par contre, j'ai toujours conservé à travers les années la pratique de la course à pied, sauf cas de blessure, ce qui m'est arrivé là depuis 2 mois. Sinon, les dernières années, je cours 3 fois par semaine, 40-45 minutes. Ouais, c'est un équilibre physique et psychologique qui est indispensable. Et puis, j'adore courir, le mouvement, ce qu'on ressent quand on court, c'est pour moi très important. Donc, j'ai gardé cette pratique-là, une petite pratique, on va dire santé en fait, et qui pour moi est quand même la plus importante dans la pratique, cet axe santé. C'est déterminant pour moi parce que ça permet de pratiquer longtemps sans blessure et sans conséquences et toujours en bénéficiant de l'impact positif de la course à pied. Qu'est-ce qui, au fil des années, t'anime et vous anime, toi et Gilles, dans cette passion qu'est la course à pied? Vous en avez fait votre métier, vous êtes aujourd'hui aux commandes et aux manettes d'un des plus gros événements sportifs en course à pied en France. Comment on arrive à garder la flamme entre vous deux et avec justement cette expérience au fil des années?
Alors, quand on était journaliste, c'était une vision surtout sur l'athlétisme et les événements running. C'était une vision rédactionnelle, on va dire, d'information. Et après, un petit peu d'échange aussi avec les athlètes, les coureurs, les organisateurs. Parce que quand on est journaliste, on a aussi ce relationnel-là qui est très important. Et après, quand on passe du côté organisation, bah, c'est l'envie de monter quelque chose de beau, de grand, qui va séduire les coureurs, qui va les intéresser à venir, qui va représenter pour eux aussi un grand moment dans leur vie, de leur année. Et donc, un grand rendez-vous, en fait, où beaucoup de monde converge. Et c'est vrai que c'est ça l'intérêt, en fait, c'est d'arriver à séduire aussi des bénévoles, des partenaires. Comme je le dis souvent, c'est un puzzle avec beaucoup de pièces qu'il faut assembler pour arriver le jour J à la réussite. Et c'est ce côté, c'est exaltant, en fait, de se dire que à nouveau, on a réussi cette année à réunir tout ce monde dans une même passion, un même week-end. C'est vrai que c'est un côté qui est très intéressant, même s'il a évidemment une arrière-boutique qui parfois est compliquée, avec on prend des claques, on prend des coups, c'est normal aussi, c'est comme dans tous les métiers de toute façon. Mais de toute façon, à l'origine, en fait, ce n'était pas vraiment notre métier, c'était quelque chose qu'on faisait en parallèle de notre activité de journaliste aussi. C'est ça qui a modifié un petit peu l'approche par rapport à… On n'a pas bâti un projet petit pour se dire qu'un jour il va être gros et qu'on pourra avoir un gros projet autour, une grosse équipe. En fait, on est monté step by step. C'était notre conception professionnelle de toute façon. On n'a jamais fait des plans sur la comète irréalistes et finalement, on a traversé les années et c'est vrai que l'envie est toujours là. On est entouré par des gens qui ont envie aussi et on a une équipe au bureau de jeunes qui est vraiment très intéressée par le projet. Donc ça aussi, c'est motivant. On est dans une phase un petit peu plus de transmission et on sent que voilà, on a des gens qui ont envie de porter le projet aussi. Donc c'est passionnant en fait. Mais avec encore beaucoup d'énergie pour ne pas lâcher le bâton. Transmission, mais toujours avec un rôle, une action dans cette organisation. Il n'est pas l'heure de raccrocher. Non, 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 pas du tout, parce qu'en fait, c'est quand même un gros navire à faire, à diriger. Et c'est vrai que là, on est encore au stade où il faut beaucoup mettre en place de synergie pour que ça puisse fonctionner tout seul. Et de toute façon, l'organisation, comme tous les métiers d'ailleurs, ça fonctionne jamais tout seul. Même si on a l'impression que les choses sont reproduites, les difficultés arrivent parfois d'un secteur où bon, c'était moins présent à un moment donné. Par exemple, si on prend maintenant les problèmes de relationnel avec les personnes qui sont sur le territoire, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'à une époque parce que l'approche générale de la société, de l'environnement a changé. Donc, il faut constamment se remettre en cause, constamment évoluer. Donc, c'est sûr que sur ces axes-là, il faut être encore présent pour justement donner des caps et que l'équipe se structure dans ces caps-là. Et puis après, c'est vrai que c'est 30 ans de notre vie aussi, donc c'est notre vie personnelle, de couple, de famille aussi, puisque Kevin, notre fils, qui était présent lors de la première organisation en tant que bénévole, travaille maintenant dans la structure, sa sœur Anaïs également. Donc en fait, c'est un projet aussi, c'est un projet de vie en fait, quelque part. Donc c'est comme tout projet de vie, on n'arrête pas ça d'un coup de baguette magique. C'est impossible en fait. On a des liens très forts avec les coureurs, même s'ils sont fugitifs, mais on échange quand même maintenant à travers les réseaux sociaux. On voit aussi l'importance que la course représente pour les gens, l'état d'esprit. On a des liens très forts avec les bénévoles. Et donc, c'est vrai aussi que tout ça, c'est une grande famille. On le dit souvent, mais c'est vraiment le terme. Voilà, les gens qui sont malades, on prend des nouvelles, on va les voir, ils viennent nous voir. Voilà, il y a des échanges qui sont précieux et c'est impossible de tourner la page d'un coup de baguette magique comme ça, quoi. Ça, ce serait un cas vraiment de force majeure, mais pour le moment, on tient le cap, on a envie d'être présent encore dans l'organisation, oui. De cette synergie que vous avez réussi à créer autour du territoire, autour de cette manifestation, c'était peut-être pas aussi simple lors de la première édition, mais avant, je voulais savoir qu'est-ce que vous avez vu aux États-Unis et que vous avez voulu ramener justement en France, parce qu'à l'époque, le trail, la course nature et la course à pied en général n'avaient pas une telle ampleur que cette activité peut avoir aujourd'hui dans notre société. Qu'est-ce que vous avez été chercher et qu'est-ce que vous avez voulu impulser et ramener en France ?
Mais en fait, c'est l'originalité, l'authenticité aussi de parcours qui sont tracés dans des zones inhospitalières, parce qu'il faut se remettre en situation où les années 80-90, la course à pied, c'était la course sur route, hein. Donc c'était le semi, le marathon, des distances normalisées avec des ravitaillements obligatoires tous les 5 kilomètres, un cadre qui était quand même très strict. Et donc quand on arrive aux États-Unis et qu'on voit des gens qui partent comme ça en pleine nature, qui évoluent, y compris sous un orage. Je me rappelle quand on avait fait le Leadville, ils vont dans des endroits où il n'y a personne, des cabanes, ils mettent des ravitaillements dans des endroits complètement improbables, il y a vraiment pas grand-chose, ils sont isolés, perdus. Alors certes, là-bas, ils avaient instauré de suite le concept du paisseur, donc qui fait que les gens sont en fait souvent à deux, mais bon, malgré tout, il y avait un côté aventurier dans des zones très grande, très vaste, hein, où on sent qu'il y a quand même une prise de risque qui est très importante. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui ébahit, quoi. En fait, on passe d'une situation où on est sur une course à pied normée à une course à pied innovante, de découverte, plus authentique. Et c'est vrai elle est parfaitement adaptée à l'environnement naturel qui entoure Millau. En fait, c'est vrai, le fait est que la course a été créée parce qu'on était à Millau. Je ne sais pas si ailleurs on aurait eu la même idée. En fait, ici, on peut facilement traverser les côtes pendant des heures sans voir personne. En fait, c'est la même chose qu'aux États-Unis. On peut monter à des distances très longues en croisant très peu de routes. Hein. Et donc ça, c'est ce qui nous a donné envie, plus particulièrement Agile, qui est dans notre couple le découvreur, le défricheur et l'aventurier, de lancer le projet. Donc c'est comme ça que c'est né, en fait, d'un coup de foudre, avec quelque chose de plus brut, plus primitif, en fait. Hein. À l'origine, la course ne partait pas de Millau comme Non. aujourd'hui. C'était pour ne peut-être pas faire concurrence aux 100 km qui Non. étaient déjà existants, ou c'était par rapport à votre lieu d'habitation peut-être? Non, en fait, non, la course est partie donc de Sainte-Eulalie de Cernon, donc de Sainte-Eulalie de Cernon, oui. Donc en fait, quand on a créé la course, Gilles a pris quelques contacts, et ici, en fait, on a les cités templières. Donc la Couvertoirade, Sainte-Eulalie, la Cavalerie, qui sont des zones qui sont donc des villages qui sont sur le Larzac. Et donc de suite, il s'est dit, ben en fait, on pourrait marier donc un parcours en pleine nature avec ces cités templières. Donc c'est l'idée qui a été échafaudée. Et donc, ben, pourquoi pas partir d'une des cités templières, Sainte-Eulalie, qui est très belle avec de très beaux remparts. On avait à l'époque un ami qui vivait et qui courait, donc on a pris contact avec lui. C'est comme ça que le projet est parti de Sainte-Eulalie, et qu'on a aussi utilisé le terme de templier, en fait. C'est comme ça. Et après, par contre, après une première péripétie qui nous a amené donc sur le village de Nant pendant je sais plus combien d'années, jusqu'en 2009. Donc on a organisé à Nant, et puis en 2009, la course avait beaucoup grossi. Et on avait encore à cœur de porter le développement de la course. On sentait qu'il y avait la possibilité d'ajouter des distances courtes pour satisfaire plus de coureurs, dans un but d'accessibilité. Et donc là, on a décidé de se transférer sur Millau, parce que les contraintes techniques étaient plus faciles à lever ici. Les espaces étaient plus grands, on avait plus de force vive aussi au niveau des bénévoles, des techniciens. Et donc c'est à ce moment-là qu'on est arrivé à Millau en 2010. Et quelque part, c'était logique, puisque c'est à Millau que nous habitons. Notre bureau, par exemple, il est à 1 kilomètre du lieu de départ de la course des Templiers au domaine Saint-Estève. Et donc, on a finalement bouclé une certaine boucle pour revenir ici. Le côté Templier, il y a un petit peu l'envie d'ailleurs, les croisades, les épopées. Ça reflète un petit peu quand même l'état d'esprit de ce festival des Templiers? Un petit peu, mais en prenant quand même en compte que souvent, c'était quand même assez sanguinaire, hein, les croisades. Et donc, il y a le côté, alors on se rassure en se disant que dans les Templiers, il y avait aussi des gens qui partaient pour alimenter, pour voilà, faire l'intendance, on va dire. Mais il y avait aussi ce côté sanguinaire. Mais c'est sûr aussi que imaginez que des gens partaient à l'époque du Larzac pour partir vers Israël, etc. Ben, c'est vrai que c'est quand même une dimension historique et aventureuse qui est forcément intéressante. Sur cette première édition, Odile, en 1995, quel était l'effectif du peloton? Beaucoup moins important que les 10 000, voire 12 000 qui peuvent se rassembler donc sur le dernier week-end d'octobre du côté de Millau.
Alors, on était à peu près, alors je ne sais plus si c'est 4 ou 500. C'était un très gros chiffre, en fait, pour l'époque, en sachant que le projet avait été lancé, en fait, au mois d'avril 1995, pardon, et pour une course qui avait lieu en octobre 1995. Donc, à l'époque, la communication allait s'appuyer sur le magazine VO2, donc, qui était notre magazine. Donc, il y avait eu des articles de présentation, des publicités. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc on avait des flyers qu'on avait distribués dans certaines courses. Mais bon, quand on regarde en quelques mois, retrouver 500 FADA, il faut dire le mot, qui se lancent dans cet exploit avec un parcours qu'ils connaissaient pas à l'époque. Les gens venaient pas faire des reconnaissances. Les ravitaillements, il y en avait que 3, alors que ça faisait donc un ravitaillement tous les 20 kilomètres simplement. Et en fait, finalement, de suite, on a senti que ça séduisait les gens et qu'il y avait une attente en fait quelque part. Donc, c'était très motivant en fait ça. Donc, l'année d'après, il était acté que vous organiseriez à nouveau cet événement-là et ça dure depuis. En fait, pendant longtemps, la projection, elle n'était pas très longue. En fait, bon, on finissait une édition, on se disait, bah oui, on va recommencer. Mais quelque part, c'était toujours une surprise quand on voyait les inscriptions qui arrivaient. Bah, à l'époque, c'était par courrier avec des chèques. Donc, on faisait une publicité, par exemple, dans VO2. On voyait la boîte aux lettres se remplir. Ah, bah tiens, les coureurs, ils ont encore envie de venir. Donc, bah oui, bon, on va se lancer. Voilà. Il n'y avait pas une projection comme maintenant. La vie n'était pas la même. La projection était différente. Et après, c'est devenu plus une certitude que la course aurait lieu chaque année depuis assez peu de temps, en fait, quelque part. Au départ, c'était peut-être plus, je dis pas qu'on remettait en cause, mais disons que c'était quand même quelque chose qui arrivait. Après, ben, on a structuré, de plus en plus structuré. Quand on veut améliorer, il faut se projeter de plus en plus et il faut partir de beaucoup plus loin, améliorer le projet tout le temps. Ça veut dire qu'il faut y réfléchir beaucoup plus et beaucoup plus en amont. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant depuis beaucoup d'années. De cette poignée de bénévoles qui vous entouraient sur les premières éditions à aujourd'hui, les effectifs aujourd'hui s'élèvent à combien? Combien de personnes travaillent, tu disais, dans le back-office, hein, dans l'envers du décor de ce festival des Templiers? Alors, sous le week-end de la course, sur les 4 jours, on mobilise à peu près 1000 personnes. Et ensuite, on a un effectif de 200 personnes qui sont plus proches, qui, eux, vont être là tous les jours, certains, alors que dans les 1000, il y en a certains qui sont là qu'une demi-journée, etc. Et après, on a un noyau d'à peu près une trentaine, 20-30, qui sont vraiment des fidèles, qui sont là à des réunions régulières pour quand on fait des changements de cap, pour réfléchir ensemble sur des orientations, sur la sécurité, sur les ravitaillements. Voilà, on prend leur position aussi quand on veut innover ou modifier. Et le dernier mois, on a des gens qui sont là pratiquement tous les jours, en fait, pendant 2 ou 3 semaines. On a des personnes, on a une dizaine de personnes qui sont là tous les jours, sachant maintenant que l'équipe professionnelle des Templiers compte 6 salariés. Donc, ça donne une idée de ce qu'il faut faire. Les 6 salariés travaillent à l'année, en fait. Enfin, on est monté en charge, on n'était encore que 4 il y a très peu de temps, mais les 6 salariés travaillent toute l'année parce qu'il y a du travail toute l'année pour, surtout quand on veut modifier certaines choses, il faut anticiper beaucoup. En termes de modification, je notais que le parcours changeait quasiment tous les ans. Il y a eu une vingtaine de tracés différents. C'est pour perdre un petit peu les coureurs ou c'est cette volonté de se renouveler et de proposer chaque année quelque chose de différent? Alors, le parcours, il a beaucoup changé dans les premières années. D'abord parce qu'on a eu 3 lieux de départ différents. Et ensuite, il a tout le temps évolué. Gilles est un perfectionniste, donc on a souvent eu des variantes pour différentes raisons, village, problèmes techniques ou volonté de découvrir un lieu nouveau. Là, maintenant, les années Millau, ça évolue beaucoup moins. Il y a des variantes qui sont soit imposées, soit voulues, parce que on a la possibilité de passer à un endroit où, par exemple, on avait un droit de passage qui était refusé, qui est accordé maintenant. Là, les 2 dernières années, la modification majeure est venue du passage
à la Salvage pour le ravitaillement du dimanche du Grand Trail et de l'Endurance Trail, qui a modifié donc différentes choses. Il y a la volonté de se renouveler, mais malgré tout, maintenant, on est dans une situation qui est relativement figée, parce qu'il y a plein de contraintes à prendre en ligne de compte. Il y a la longueur des parcours, il y a les dénivelés qui permettent de garder quand même une certaine technicité de la course. Donc, il y a des choses qu'on peut pas, par exemple, éviter une bosse ou diminuer une descente. Et après, il y a toutes les problématiques liées à traversées de propriétés privées qui font que c'est parfois ce qui complique un petit peu les choses et qui demande un dialogue plus important pour pouvoir passer sans difficulté. Donc, c'est ce qui fait évoluer le parcours, mais dans les grandes lignes, maintenant, il est standardisé. Il vous arrive que d'une année sur l'autre, un propriétaire décide de vous retirer ce droit de passage pour les événements et les manifestations de la course ? Il faut parfois négocier et parfois difficilement. C'est parfois compliqué, mais bon, jusqu'à maintenant, on va dire que tous les verrous se sont toujours levés. Mais il est certain qu'il faut dialoguer. Il faut dialoguer aussi avec les chasseurs quand on traverse leur zone de chasse pour qu'ils acceptent de pas venir sur cette zone. Voilà, dans l'ensemble, on va dire que les tensions se lèvent, mais il faut quand même faire un travail de négociation qui a par exemple débuté déjà maintenant pour l'édition 2023. Il faut faire comprendre que la course à pied ne dégrade pas les sentiers, que les coureurs à pied sont des gens, enfin les trailers sont quand même des gens très sympas, curieux, respectueux. Parfois il faut l'expliquer, mais souvent il n'y a pas de problème majeur. Les problèmes ils sont petits, mais ça arrive, voilà, il faut le savoir et pour beaucoup respecter l'environnement naturel et les habitants qui y vivent, parce que sinon, il pourrait y avoir un rejet et on ne souhaite surtout pas qu'il y ait de rejet. Quel est l'accueil des populations donc de Millau et plus généralement de l'Aveyron de cette course ? Au fil des années, avec son évolution, est-ce que ça a quand même été un élément porteur, moteur pour le tourisme, pour le développement de ces régions un petit peu rurales, malgré tout? Personnellement, je la traverse, moi, sur le viaduc quand je descends voir ma famille du côté de Béziers. Avant, c'est vrai qu'on passait dans la vallée. Je me rappelle, avec mes parents, la caravane, elle descendait dans le bas de Millau, on remontait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plutôt traversant. Est-ce que ce festival participe à cet aménagement du territoire ? Parfaitement, oui, complètement. Ça, c'est sûr que il a structuré en fait l'environnement du Sud Aveyron de manière majeure. Et même nous, on en a été conscients tardivement en fait. Hein. On a, comment dire, pris en compte tardivement l'impact économique que ça représentait. On n'était pas du tout dans cette approche-là en fait. Par exemple, des études d'impact pour savoir combien les gens dépensent, etc. On a fait, je sais pas, 20 éditions sans en faire une, parce qu'en fait c'était pas notre conception, notre approche, elle n'était pas du tout économique. Mais après, il faut reconnaître que ça ramène beaucoup d'argent sur la zone, sur beaucoup de monde, les structures hôtelières, les structures Airbnb, par exemple sur le week-end des Templiers, énormément de gens proposent leur hébergement en Airbnb. Donc l'impact économique, il est important, et l'impact touristique aussi, parce qu'il a contribué à faire connaître la zone des Causses, qui n'était pas une zone connue en fait. Bon, le Larzac, c'est une entité géographique connue aussi par la lutte qu'il y a eu dessus, mais en tant que tel, les parcours n'étaient pas connus. Et après, dans la suite des Templiers, s'est créé aussi l'espace Trail, qui a été donc entièrement créé par Gilles en collaboration avec la communauté de communes de Millau, où beaucoup de parcours ont été tracés. Je pense qu'on a une vingtaine maintenant, y compris sur la zone de Roquefort, y compris sur la zone Saint-Afrique. Donc c'est sûr que c'est un élément qui a été très porteur au niveau du tourisme. Comme je le dis souvent, la zone de Millau a quand même une chance exceptionnelle d'avoir cet environnement qui permet de dire aux gens venez courir. Hein. Quand on est dans la Beauce, on peut pas vendre ça, quoi. Donc moi qui suis née dans un département où le tourisme ne peut pas exister, hein, c'est la zone du Cher. Hein. C'est vrai qu'ici c'est une pépite, hein, c'est une pépite naturelle qu'il faut respecter, mais c'est certain qu'il y a eu beaucoup de dynamisme touristique autour du trail. C'est sans doute plus facile pour toi quand tu veux aller chercher peut-être des subventions, des financements, de dire voilà, j'organise les Templiers, c'est X milliers de coureurs avec justement ces études d'impact.
plus simple qu'il y a 30 ans dans les années 95. Alors, tout à fait. Mais après, paradoxalement, si on prend par exemple le conseil départemental de l'Aveyron, en fait, ils ont cru de suite au projet. La première édition, ils étaient déjà partenaires parce qu'il y avait l'impact par rapport aux cités templières, etc., qui leur plaisait. Mais après, c'est sûr que maintenant, ça ne se compare pas. Maintenant, on n'a plus besoin, depuis plusieurs années, d'expliquer l'importance du Festival des Templiers. La région, par exemple, nous épaule énormément. Le département, la ville de Millau et la communauté de communes, on est les premiers dans cette zone à avoir une convention pluriannuelle sur 5 ans, sur un montant qui est bien évalué. Donc non, on est vraiment favorisés par le dynamisme économique que génère l'événement, qui maintenant est connu aussi, c'est toujours surprenant de le constater, mais de manière majeure. C'est-à-dire que où qu'on aille, on entend souvent les bénévoles nous le racontent. Tiens, j'étais dans un gîte, j'étais là. Puis quand j'avais mon t-shirt, on m'a dit ah mais les Templiers, ah, oui je connais, j'y suis allée. Voilà, c'est vrai que c'est une importance au fil des années. Il y a eu tellement de monde qui a défilé, l'importance a grossi et c'est vrai que le dynamisme économique il est porteur pour obtenir des subventions plus importantes, bien sûr. Est-ce que tu penses que comme vous êtes parmi les pionniers de l'organisation de trail en France, on pourrait mettre dans la catégorie le Grand Raid? Je voyais que la 6000D était un petit peu plus ancienne que vous. Si on accepte la Saint-Élion qui était à la base plutôt une randonnée dans les années 50, mais est-ce que cette existence très précoce du trail avec donc cette organisation des Templiers ne vous donne pas aujourd'hui ce côté mastodonte? Vous êtes des incontournables dans le monde du trail, ce qui augure justement de ces nombreux coureurs qui viennent à vous. D'autres courses un petit peu plus récentes ont peut-être plus de difficultés à exister. Vous avez l'ancienneté et le savoir-faire de l'organisation avec ce gros festival. Vous êtes des incontournables aujourd'hui. Alors, on est des incontournables, on a l'ancienneté, puis je pense aussi qu'on a la capacité à savoir se renouveler, à s'adapter aussi à une nouvelle population de coureurs qui veut courir aussi plus court, et aussi une capacité à maintenir une qualité de course, parce que voilà, je pense que la seule référence historique ne pourrait pas suffire, même si c'est évident qu'elle nous donne une notoriété plus importante parce qu'on est plus ancien. Il faut savoir quand même que là, on a fait une étude récente, 60% des coureurs qui ont disputé le Festival des Templiers l'année dernière, ils n'étaient jamais venus en fait. Donc, ils viennent par la notoriété de l'événement, c'est beaucoup en fait. Donc, ça veut dire que chaque année, on doit séduire des gens nouveaux. Après, c'est sûr que dans tous les domaines, on s'aperçoit que d'être le précurseur, ça aide dans le développement, si tant est qu'on sache se renouveler, mais ça aide forcément parce que voilà, on a une image plus ancienne, on a une image d'avoir su sentir un petit peu une tendance, une envie des coureurs. Et ça, c'est sûr, c'est une image qui demeure et qui est vraie. On ne peut pas dire le contraire. On a été dans les premiers. Le Grand Raid, effectivement, existait avant nous. Et la 6000D, je pense que c'est un concept qui a un petit peu évolué, en fait, à un moment donné. Donc, mais après, je pense que nous, ce qu'on a imposé, c'est aussi le trail dans une zone qui n'est pas montagneuse, ce qui n'était pas le cas non plus, enfin, ce qui est peu le cas maintenant, finalement. On s'aperçoit que le dynamisme, il vient beaucoup des massifs. Et donc, c'est un concept original qui est né dans un environnement qui est propre à celui d'Écosse, en fait. Donc, c'est ça qui a fait aussi la dimension d'originalité. On propose aussi des parcours qui sont pas d'une technicité hors norme, donc accessible à beaucoup de monde, qui exige de courir. En fait, c'est un peu une osmose de beaucoup de choses qui fait que le succès s'est poursuivi. C'est vrai qu'on peut, au regard des courses que vous proposez, avoir un panel de coureurs très large. Quelqu'un qui viendrait en famille, les enfants peuvent courir, la femme va pouvoir courir, l'homme va pouvoir également faire des grandes distances. Aujourd'hui, le Festival des Templiers regroupe combien de courses avec quelle distance? Alors, les distances, elles sont entre 10 km et 100 km. Et on a donc, alors je ne sais plus si c'est 13 ou 14 courses, je ne sais même plus moi-même. On intègre également des courses pour le sport adapté, donc qui ont lieu en préambule, donc le jeudi. Et ensuite, après, chaque jour, des distances différentes. C'est vrai qu'on a voulu bâtir un concept de course populaire où tout le monde peut courir. On ne souhaitait pas faire qu'une course élitiste d'ultra
démesuré qui soit réservé qu'à une poignée de gens capables de donner beaucoup de temps à l'entraînement, capables de vraiment se dépasser d'une façon hors norme dans la pratique. On souhaitait aussi que les gens arrivent avec le sourire, puissent accéder à la course, même s'ils se sont entraînés que 3 fois par semaine, parce qu'ils ont manqué de temps, parce que la vie fait qu'ils peuvent pas consacrer plus. Et pour nous, c'était très important de pouvoir se dire que on proposait pour tous et pour toutes. En fait, on a créé d'ailleurs le premier trail féminin en France, la Templière, et à l'époque qui avait suscité quand même des réactions hostiles parce que justement on proposait une distance qui n'était que de 11 kilomètres et à l'époque l'histoire du trail c'était ça doit être long, ça doit être difficile et nous on s'est inscrit en contrepoint de ça et on a bien fait puisque de suite on a vu beaucoup de femmes d'ailleurs qui ont débuté par la Templière et qui sont arrivées jusqu'à courir l'endurance trail ou des distances plus longues. Donc c'est bien aussi que chacun trouve un peu ce qui lui plaît. Au niveau des inscriptions, Odile, est-ce que vous êtes aussi verrouillé que ces grosses courses comme le Grand Raid, comme peut-être l'UTMB, où il faut montrer patte blanche avec des tirages au sort, des choses comme ça? Ou est-ce que c'est pas du tout dans votre état d'esprit? Alors non, nous justement, on n'a pas souhaité aller dans le système des qualifications et des systèmes comme tu dis, montrer patte blanche, hein, parce que c'était pas notre conception. Ça demande une gestion aussi qui est longue. Ça instaure un petit peu un critère de qualité. Donc l'objectif, il est connu, hein, c'est de diminuer le nombre d'abandons sur la course, en pensant que les gens s'étant qualifiés, ils ont pu montrer qu'ils étaient à même de terminer les courses. On s'aperçoit que ça n'a pas produit tout à fait l'effet voulu et on n'a pas souhaité s'engager là-dedans parce que pour nous, voilà, c'est quelque chose de plus spontané. Mais par contre, on a toujours limité le nombre de coureurs sur les différentes courses. Donc, par exemple, si on prend les Templiers, on a eu une évolution par palier pendant très longtemps, très progressive. On a toujours refusé au début. On souhaitait gérer la course au niveau où on se sentait capable de gérer. Donc, pour atteindre 1000 coureurs, je pense qu'il a fallu 3 éditions, mais c'était volontaire en fait. Et là, sur les Templiers Festival tel qu'il est, chaque course a son plafond qui est lié à la technicité du parcours traversé. Donc, c'est Gilles Bertrand qui est le directeur de course qui nous fixe le chiffre pour chaque course pour que les coureurs évoluent dans de bonnes conditions sans se sentir trop dans des pelotons trop importants. Et puis, les Templiers, ils ont un quota très important qui se remplit vite, mais qui se remplit en fait dans l'ordre d'inscription. On vérifie pas si les gens ont fait tel ou tel résultat. Voilà, c'est la liberté en fait. Les inscriptions, par rapport à ce dernier week-end d'octobre, elles sont ouvertes combien de temps en amont? Alors, on ouvre en général vers la mi-décembre. Donc cette année à nouveau, on a ouvert la mi-décembre. Et là, par exemple, on est déjà à 8000 inscrits, sachant qu'on va prendre 10 500, qui est notre quota maximum sur quota voulu aussi et annoncé maintenant clairement auprès des partenaires et des collectivités territoriales. On ne souhaite pas aller sur un événement démesuré. Donc notre chiffre maximum s'est fixé à 11 000 maintenant. Et donc là, on est pratiquement à 8000. Donc les courses se remplissent très bien sur cette édition en 2023. Dans cette, on va dire, perspective de protéger le territoire, une dimension écologique qui est, je pense, très présente dans le milieu du trail, il y a un impact sur le territoire et ça, vous l'avez pris en compte. D'où cette nécessité de limiter et de bloquer peut-être à 11 000 le nombre des participants avec l'entourage, parce qu'il y a la famille, il y a les personnes qui se déplacent aussi. Voilà. Et il faut pas impacter trop le territoire. Donc ça, vous l'avez dans votre cahier des charges, je dirais. Oui, on avait adhéré à la charte WWF il y a déjà 3 ou 4 ans. Et c'est vrai que la problématique de l'environnement, elle est de plus en plus importante. On a toujours été vigilant dans le passé sur faire des études d'impact sur certaines zones quand il le fallait, éviter les zones qui nous sont recommandées par le parc des Grands Causses qui valide les parcours, que ce soit par rapport à des oiseaux, par rapport à des plantes. Enfin voilà, on respecte toutes ces règles-là, bien entendu. Après, l'accueil
s'accueille aussi dans de bonnes conditions sur une zone Millau, qui est quand même une zone rurale. Elle n'est pas possible si on partait sur un chiffre de 20 000 participants. Les coureurs sont déjà obligés de se loger quand même loin. Il y a des gens qui logent à 50-80 km à la ronde. Il y a des problèmes de parking, il y a des problèmes aussi sur les parcours après pour suivre les coureurs. Donc là, on sait qu'avec ce chiffre-là, on passe très bien. En sachant aussi que, nouvelles données maintenant, on a des chiffres de non-partants qui sont beaucoup plus faibles qu'avant. Donc quand on prend 11 000 inscrits, on sait qu'on aura plus de partants qu'avant, ou avant on partait plutôt sur des 20-22% de partants et maintenant de non-partants, et maintenant on va plutôt partir sur des 15%. Donc on sait qu'on a plus de coureurs potentiellement ici. Donc voilà, on veut pas franchir la ligne rouge, que ce soit pour nous en gestion, pour notre équipe de bénévoles et pour le territoire. Donc voilà, je pense que ça, on satisfait les gens qui sont là, c'est le plus important. Les autres, ils attendront l'année suivante pour venir courir, et voilà, et tout se passera bien. Sur un plan financier, vous atteignez votre équilibre à partir de quel stade d'inscription? Est-ce que tu as à peu près une idée du nombre de coureurs nécessaires pour rentabiliser les infrastructures, les ravitaillements, les dotations coureurs et tout ce qui englobe finalement le financement de la course, le chronométrage, enfin tous les speakers également qui sont partie prenante donc de cette manifestation? Alors, c'est une donnée que j'ai jamais calculée, parce qu'en fait, on remplit notre quota de coureurs chaque année depuis tout le temps. Donc, en fait, mon budget prévisionnel, il est basé sur le nombre d'inscrits qu'on sait qu'on va avoir et qu'on a. Donc, en fait, je saurais pas te dire, hein, d'autant plus que dans ce que tu as annoncé, il y a plusieurs éléments qui sont des éléments variables, comme par exemple le ravitaillement, les récompenses. Donc, on a plutôt travaillé l'année du Covid, où on a eu les problématiques financières, effectivement, de pas organiser, etc. Donc à ce moment-là, j'ai plus travaillé sur les aspects coûts fixes, et on s'aperçoit que finalement, ils sont quand même assez importants. Tout comme quand on travaille sur des projets d'assurance annulation, on travaille sur les coûts fixes de l'événement. C'est sûr, c'est énorme, hein, les chapiteaux, voilà. Mais en fait, comme ça, je sais pas dire. Il faudrait que je le calcule. Si on avait un déclin de coureurs, je le calculerais, mais à date, j'ai pas besoin de le calculer, en fait. Donc je sais pas. Est-ce que tu pourrais lister, justement, Odile, pour les auditeurs, ces différents postes de dépenses, ces coûts fixes qui sont des impondérables quand on est organisateur de courses? Qu'est-ce qu'on doit retrouver? Voilà, nous déjà, on a le fait qu'on organise sur une zone où il y a rien. En fait, c'est un champ, donc on est obligé de monter beaucoup de structures de tentes, que ce soit sur la zone basse ou la zone haute de Saint-Estève, donc zone départ, zone arrivée. On a également des structures de tentes sur tout le parcours pour agrandir les salles, parce que les salles des fêtes sont souvent toutes petites ou inexistantes. Ensuite, après, coût fixe, il y a tout ce qui est la sécurité, parce que là, c'est un très gros budget, et c'est donc médecins, protection civile, les quads, les radios, tout ce qu'il faut pour que ça tourne en sécurité. Ensuite, après, tout ce qui est l'animation, les animateurs, etc., la sonorisation. Après, sur les coûts variables, c'est ce qui est directement lié donc au nombre de coureurs. Donc ça, c'est ravitaillement, récompense, en sachant aussi qu'il y a des récompenses qu'on doit commander très tôt, donc qui sont déjà dépensées longtemps avant la course. Dans les grandes lignes, c'est ça. La communication un petit peu, tout ce qui est production d'images aussi, qui maintenant représente un budget conséquent quand on ajoute aussi tout ce qui est live, relations presse. Donc voilà, ça va très vite en fait, hein, sur une organisation. On rentre effectivement beaucoup d'argent. Les gens sortent souvent à la calculette, retirons quand même 20% pour la TVA. Ce sera quand même plus clair pour avoir le budget. Et ensuite après, en face, il y a une multitude de dépenses. Les hébergements aussi, puisqu'on héberge tout le staff médical, tout le staff d'animation. Ça représente beaucoup de monde, hein. Le chronométrage, par exemple Live Trail, qui est une application super performante pour le chronométrage, bien sûr, ça a un coût. On met des caméras un peu partout pour le suivi direct. Tout ça, c'est bien sûr, c'est facturé, c'est du travail. C'est beaucoup de monde qui travaille sur la course aussi et qui retire aussi une activité professionnelle. Au niveau du bilan financier, vous arrivez à constituer un petit matelas pour l'édition suivante, ou c'est toujours du flux tendu? Ce qui rentre va ressortir obligatoirement?
Alors, on a eu longtemps du flux tendu. Là, depuis, disons 2 ans, parce qu'il y a eu les années Covid aussi, donc qui ont un peu brouillé les cartes parce que avec les reports, les ci, les ça. Donc là, les 2 dernières années, on a fait un petit matelas qu'on constitue en vue du 30e anniversaire, que la 30e édition aura lieu l'année prochaine en 2024. Donc, on souhaite marquer un petit peu par différentes choses. Donc, mais c'est petit en fait, hein. On est sur un budget d'1 million d'euros et on dégage très peu. Après, on s'adapte aussi, c'est-à-dire que on essaye de dépenser aussi ce qui rentre pour que les coureurs, par exemple, aient des cadeaux satisfaisants ou que le ravitaillement, on est passé en ravitaillement bio l'année dernière en totalité. On est monté en charge, mais bon, l'année dernière, totalité bio ou local. C'est sûr, c'est beaucoup plus cher. Voilà, en fait, l'argent qui entre en plus, soit par des nouveaux partenaires, soit par l'augmentation des taxes qu'on pratique de manière modérée, mais quand même un petit peu, nous permet aussi d'alimenter la qualité de la course et ça nous permet de produire un événement de meilleure qualité. C'est l'objectif. Je te pose cette question parce qu'on en discutait hier avec les personnes de mon groupe d'entraînement et une personne me dit, je me suis inscrit sur un 10 km à côté de Blois, je paye 20 euros. Et elle trouvait que c'était excessif. Est-ce que vous avez eu une réflexion autour des tarifs pratiqués pour que ce soit suffisamment rentable pour vous, mais aussi attractif pour le porte-monnaie du coureur? Oui, c'est une réflexion qu'on a en permanence. Dès qu'on doit fixer les taxes pour l'édition suivante, on mène cette réflexion. Voilà, on est partagé. Donc cette année, par exemple, quand on a fait les inscriptions pour les Templiers, on a appliqué une augmentation de 4 à 5 parce que c'est ce qui était annoncé au niveau de l'inflation. On s'aperçoit que là, sur les premiers devis qui rentrent, on a des prestations qui augmentent de 15 et d'autres qui restent à peu près comparables. Donc voilà, là, on savait qu'il y avait une prise de risque aussi parce que 4-5 sur 1 million, ça peut aller vite. On a quand même une masse salariale à assumer. C'est important aussi que les jeunes qui travaillent avec nous soient rémunérés correctement. Donc, on réfléchit pour pas peser trop lourd sur le budget des coureurs. Et après, donc, on a amorcé cette année pour la première fois ce qu'on appelle les dossards sobres, c'est-à-dire les dossards sans cadeau, qui permettent aux gens qui, pour différentes raisons, préfèrent privilégier simplement le fait de courir sans prendre les cadeaux, parce qu'il y a aussi tout un débat autour des cadeaux. Et en fait, à aujourd'hui, on ne sait pas tellement comment se positionner en tant qu'organisateur. On est partagé entre les coureurs qui nous disent on en a trop, les coureurs qui nous disent oui, mais moi je veux m'en souvenir, moi je veux pas de t-shirt, moi je veux voilà. Donc en fait, on a décidé de faire un test. Donc là, on a proposé, je sais pas si c'est 100 ou 200 dossards sur le Grand Trail des Templiers et pareil sur l'Endurance Trail dossards secs, donc sans cadeau. Bon, ils sont vite partis. Donc je pense qu'on va monter en charge au fur et à mesure des éditions. C'était un premier test et de manière à ce que les gens puissent se positionner avec ou sans cadeau, ce qui permet quand même de diminuer la note payée. Après, il faut prendre aussi en compte que sur une organisation comme les Templiers, ce qui coûte cher aux coureurs aussi, c'est le déplacement, c'est les hôtels. Et là, par contre, c'est pas nous qui avons la main sur les tarifs. Et plutôt nous, on les paye aussi pour notre propre organisation. Et là, par contre, ça monte aussi, quoi. Donc c'est vrai que c'est un problème majeur pour nous de faire, on va dire, le juste prix pour que l'épreuve se porte bien, s'équilibre, puisse financer ce qu'il faut, mais qu'en même temps, on ne soit pas, les coureurs n'aient pas l'impression d'être pris pour des éponges. Voilà, il faut aussi dans cette démarche-là, sensibiliser les collectivités au fait que l'événement est gros, rapporte de l'argent, donc il faut vous nous donner plus. Donc ça a été un travail qu'on a amorcé depuis plusieurs années, qui est vraiment en train d'aboutir maintenant, depuis l'année dernière. Et après, les partenaires privés aussi, ils doivent accepter de payer pour l'événement au niveau de l'événement, parce qu'on ne peut pas non plus être partenaire et visible sur un événement sur les Templiers sans donner quelque chose qui est au bon niveau. Nous, actuellement, notre budget, c'est à peu près 70% financé par les coureurs, 30% donc reste moitié partenaire privé, moitié partenaire public. Et ça garantit aussi une indépendance par rapport aux aléas ou politiques ou de partenariats privés. Donc, on sait qu'on a une ressource qui est quand même importante qui vient des coureurs, mais quelque part aussi, on est redevable encore plus aux coureurs puisque c'est eux qui nous financent. Donc, c'est une alchimie compliquée. C'est certain que c'est compliqué. Après, on a beaucoup parlé du repère 1 euro
pour le kilomètre, hein, mais en fait, c'est quelque chose qui fonctionne pas vraiment parce que il y a des épreuves quand même qui ont des taxes qui sont quand même impressionnantes, hein. En termes d'organisation, à peine la course est-elle terminée fin octobre que vous êtes déjà dans l'édition suivante. Tu disais ouverture des inscriptions en décembre donc de cette année 2022 pour l'édition 2023. Pas le temps de souffler et on est reparti vers l'organisation de l'année suivante. Oui, mais après, c'est vrai que on a un peu adopté la règle de conduite que jusqu'à l'édition en cours, on essaye de pas commencer à parler de la suivante. Ça, j'ai horreur de ça. Tant qu'on n'a pas fini notre édition, quand on commence à me dire l'année prochaine, bon, on va d'abord faire celle-ci, puis après on pensera à l'année prochaine. Mais dès le lendemain, on y pense en fait. Même, j'ai envie de dire le dimanche après-midi, quand ça commence, là, c'est le moment où, pour ma part, je profite le plus. Je suis dans l'air d'arriver, je vois juste les coureurs arriver, ils sont contents. Ben ça y est, le cerveau, il phosphore. Les bénévoles aussi, ils ont vu des choses, ils ont envie de dire, on pourrait faire ça. Voilà, c'est normal dans le dynamisme de l'épreuve. Quand l'événement s'est bien passé, ben on n'a qu'envie de remettre ça, on n'a qu'envie d'améliorer encore, et de suite on y pense. Donc on définit vite, on fait vite des réunions de débriefing entre nous, souvent informelles d'ailleurs, mais bon après on passe sur des réunions un peu plus techniques. Et là on fixe des axes de travail, on voit ce qui n'a pas été, on est perfectionniste, hein, donc de suite dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, on pense à l'améliorer. Par exemple, sur les problèmes de sécurité qui cette année me sont apparus majeurs sur ma partie à moi, montage chapiteau, etc. Ben, dès le lundi matin, je prenais contact avec un prestataire pour voir qu'est-ce qu'il pouvait faire pour nous pour l'édition 2023. Il y a l'envie en fait, et il y a l'envie d'améliorer, se dire que le petit défaut qu'on a vu, il ne sera pas l'année prochaine. Donc on y pense de suite. Oui, ça s'arrête jamais en fait. C'est motivant aussi. Est-ce que tu arrives à souffler à un moment donné au niveau de cette organisation de course? Quelle serait ta plus grosse angoisse en tant qu'organisatrice? Ah, des angoisses, on en a beaucoup, hein, quand on organise. Le dernier mois, le sommeil, il est quand même difficile, il est haché. On se réveille parfois en pleine nuit en se disant est-ce que ça a été fait? On a peur en fait du petit détail, hein, auquel on n'aura pas pensé, petit détail insignifiant et qui, pour une raison X ou Y, va provoquer un problème majeur. En fait, en réalité, on peut dire que depuis beaucoup d'années, ça n'est pas arrivé. Je ne sais même pas si c'est vraiment arrivé. Il y a eu beaucoup de petits détails, mais qu'on a réussi à juguler. Mais parfois, voilà, c'est cette angoisse de quelque chose qui était petit, qu'on aurait pu régler en amont, qu'on a oublié de faire ou qu'on a mal fait, et que finalement, après, ça devient beaucoup, quoi. Après, avec les années, on devient plus placide, on devient aussi plus avec l'envie de se dire que voilà, on a fait le maximum, on a mis tout en œuvre et qu'il faut accepter aussi les petits aléas. Donc après, d'angoisse précise, il y en a pas. Il y a ça, le fait de se dire que on a mal goupillé quelque chose, que on a oublié une mission, qu'on s'est trompé sur un horaire. Voilà, c'est des choses qui peuvent prendre vite une grande proportion en fait, hein. Après, c'est souffler. Oui, ça m'arrive un petit peu. Mais après, il faut pas oublier qu'au mois de décembre, on a l'hivernal et que là, on est sur Tarn-Valley. Après, là maintenant, l'équipe s'est renforcée, donc je suis un peu moins dans l'opérationnel là depuis 3 mois. Donc c'est mieux. Et après, je souffle en faisant ce P15 en fait. Donc ça sera, je crois, l'objet d'un autre sujet. En fait, pour moi, travailler sur l'antidopage, c'est un peu ma bulle. Et donc c'est ça qui me permet de souffler. Tous les jours, je regarde les news sur le dopage, je m'informe, je cherche des idées, je rédige de temps en temps. Voilà. Donc c'est ce qui me permet de souffler. Et puis mon petit footing, voilà, comme la vie de tout le monde, hein, quand on est des gens qui travaillent beaucoup, on prend les petits moments qui viennent en sachant que c'est déjà beaucoup. Cette hivernale des Templiers, comment elle est née? Peu de temps finalement en termes de calendrier, hein, ça vient très peu de temps après ce festival des Templiers. C'était une volonté des coureurs d'avoir des conditions peut-être un peu plus rudes. Comment vous avez cheminé dans l'organisation de cet autre événement? Oui, alors elle a une dizaine d'années, je crois, l'hivernale. En fait, l'idée, c'était de faire découvrir une zone qui est quand même assez méconnue sur Roquefort et alentour, qui est très belle aussi, très différente des parcours des Templiers.
et de donner un autre rendez-vous plus petit, puisqu'on est à peu près 2500-3000 coureurs, mais plus froid, encore plus authentique, plus petit. En fait, je pense aussi que le fait d'avoir bâti quelque chose de très gros, par moment, on a envie de retrouver quelque chose à dimension plus humaine, plus facile à gérer, plus de contacts faciles, moins de difficultés que de monter le gros projet des Templiers. Donc, c'est quelque chose qui a proposé aussi une découverte différente aux gens sur une zone qui est devenue finalement séduisante pour les trailers. Donc, c'est une satisfaction aussi de voir qu'on a pu intéresser les gens à venir en plein mois de décembre dans le village de Roquefort. C'était pas gagné au début. Pour revenir, Odile, sur la sécurité, est-ce que vous avez déjà, avec Gilles, eu des angoisses de participants qui se trouveraient dans des situations compliquées, type blessure, chute, qui auraient pu justement occasionner des conséquences très très graves? Est-ce que vous l'avez vécu, rencontré depuis que vous avez pris les commandes de ce festival? Alors oui, on a connu des situations, des entorses, des chutes, des gens à élytres, problèmes cardiaques. Oui, on a eu, après maintenant, depuis, je pense, plus de 10 ans, on travaille avec la structure médicale LCE, le cœur de l'événement, qui est une structure de professionnels rodés donc à l'événementiel, et donc qui a une telle confiance en eux maintenant qu'en fait, c'est des dossiers sur lesquels on n'intervient pratiquement plus. Le plan est structuré par Gilles, qui répartit donc les forces vives un peu partout. Et après, voilà, on a des gens qui sont vraiment super, qui pour la plupart connaissent les parcours, connaissent les voies d'accès. Et donc, du coup, c'est un sujet qui est beaucoup moins prenant qu'au début. Mais au début, c'était un sujet prenant, ça nous revenait, les pompiers nous appelaient, on interagissait aussi avec les secours. Voilà, c'était vraiment très, très, très prenant et très, très, très difficile. J'ai souvenir, par exemple, à Nantes, d'un monsieur qui avait fait un problème cardiaque. J'étais allée le voir, la famille qui était autour. C'est dur, en fait, c'est très dur. On a eu un décès sur notre course de l'Aubrac. Ça a été vraiment très difficile à vivre. C'est là où on touche un petit peu la limite de l'organisation. On se dit, j'ai plus envie, j'ai trop peur, qu'est-ce qui va arriver? Je vais prendre des risques aux gens, qu'est-ce qui peut m'arriver? Voilà, après des coureurs perdus, par exemple, ça nous est arrivé, enfin qu'on croyait perdus, que la famille croit perdus et qu'on est obligé de chercher, ça nous est arrivé très 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 souvent aussi. C'est moins prenant maintenant aussi parce que les méthodes de chronométrage sont plus efficaces, donc on détecte plus facilement où sont les gens quand ils sont passés. Mais au début, on évoluait à l'aveugle en fait. Ça nous est arrivé de repartir à l'envers sur les parcours pour trouver des coureurs. En fait, des chutes graves, on n'en a pas eu. Voilà, mais tout s'est mis en place parce qu'aussi on a eu les moyens financiers pour diligenter cette mission sécurité à des vrais professionnels. Et là, ça change tout en fait. Ça nous permet d'évoluer plus serein, même si le stress est là, on peut pas l'éviter. Ce serait idiot de nier qu'on est stressé et angoissé. C'est la vérité en fait. Avec les aléas météo qui là ne sont pas forcément maîtrisables. Tu dois avoir peut-être l'œil sur le bulletin météo de façon assez régulière dans les jours qui précèdent la course. L'annulation à laquelle vous avez dû vous résoudre sur une des dernières éditions, est-ce que c'était si facile que cela à prendre au regard de ce qu'on a évoqué depuis le début de l'épisode, c'est-à-dire toute la logistique, les cohortes de coureurs qui viennent jusqu'à vous, les engagements? Comment on pèse le pour et le contre dans ces cas-là? Ah, ça a été une des soirées les pires en fait de notre organisation et peut-être même de notre vie. Ça a été vraiment très très difficile. Le bulletin météo, il a évolué très tardivement, il était incertain. Donc on a pris des informations tout le samedi avec aussi les personnes qui sont sur le viaduc qui ont des informations sur la force du vent, la météo et tout. Et à un moment donné, il a fallu se positionner pour savoir qu'est-ce qu'on faisait justement avec l'aide de l'équipe médicale, des quads qui sont des professionnels du terrain aussi. Et donc là, on a vu les projections vidéo du lendemain avec les impacts d'orage qui étaient annoncés. Et là, on a su qu'il fallait pas aller plus loin.
pendant environ 2 heures, on a d'abord essayé de rebâtir un dispositif qui permette aux gens de courir sur une distance plus courte parce qu'on pensait avoir une fenêtre météo qui nous permettait de faire courir jusqu'à midi. Donc, on a travaillé sur ce scénario-là, après sur un scénario de départ avec des bus, enfin bon, des salles. On pouvait pas, en fait, c'était impossible. Et surtout, ce qui a été déterminant, c'était de mettre en danger les coureurs. Alors, on savait que dans les coureurs, il y en a qui seraient pas partis parce qu'ils n'auraient pas eu envie, mais ça nous obligeait à faire du rebalisage de parcours. Et ça mettait en danger les baliseurs, les bénévoles. Et là, on n'a pas souhaité parce qu'on voulait pas faire prendre de risques à qui que ce soit. Voilà, ça a été une décision vraiment très, 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 très difficile à assumer aussi. Le lendemain, j'ai reçu des coureurs qui ont été vraiment très, très, très agressifs parce que le tout début de matinée, l'orage n'était pas encore très fort. Et donc, en fait, la décision, on a l'impression qu'elle était financière. On nous a reproché de l'avoir annoncé tardivement pour que les gens viennent loger sur Millau. Mais en fait, c'était pas ça. C'est qu'on attendait jusqu'au dernier moment pour prendre tous les éléments. On mesurait ce que ça représentait pour tout le monde de pas prendre le départ. Là, franchement, c'est là où on se dit, derrière moi, j'ai 2500 personnes qui veulent courir et c'est moi qui décide pour tout le monde. Là, ça a été costaud, hein, très, très, très costaud, quoi, très, très traumatisant, hein, c'est le mot. Après, voilà, on oublie, c'est la vie qui est comme ça, hein, c'est normal. Les coureurs ont oublié, nous aussi. La météo du lendemain nous a donné complètement raison parce qu'il y a eu des impacts de foudre qui ont été énormes sur toute la zone. Donc, on aurait vraiment fait prendre le risque aux coureurs et encore une fois, aux bénévoles et aux personnes de la sécurité. Et ça, quand même, on n'avait pas le droit, quoi. On pouvait pas. On vous l'aurait reproché s'il s'était passé quelque chose de dramatique. Là, ça aurait été beaucoup plus impactant pour l'organisation et l'avenir de la course aussi. Oui, c'est certain parce que avec le problème de l'orage, il y a des gens qui peuvent être tétanisés. Il y a aussi les gens qui courent avec des bâtons qui deviennent donc peuvent recevoir la foudre. Donc on s'est dit si on laisse partir des gens qui tout d'un coup se retrouvent en difficulté psychologique parce qu'ils ont trop peur, ça devient des grappes humaines. Comment on fait pour aller les chercher? Donc je pense qu'on a bien fait et c'est sûr que là le risque était beaucoup plus important avec un accident grave puis même pour nous. Je ne sais pas si on aurait pu redémarrer si on n'avait pas pris la bonne décision et qu'on avait eu le lendemain des problèmes. À l'opposé, Odile, est-ce que tu aurais des petites anecdotes en tant qu'organisatrice de choses un peu rigolotes, un peu amusantes sur ce nombre d'éditions du Festival des Templiers? Oula, alors ça c'est compliqué parce qu'il y en a eu beaucoup. Et on balaye. Bon, je sais que les dernières éditions, je retiens quand même quelque chose qui nous a beaucoup étonné. C'est les demandes en mariage qui se font dans l'aire d'arrivée des Templiers. Je pense cette année on en a eu 2 ou 3. Ah, c'est vrai que c'est toujours étonnant de se rendre compte que la course a tellement d'importance pour quelqu'un que monsieur a envie de demander à sa future épouse se mettre à genoux dans l'air d'arrivée et de lui dire veux-tu m'épouser. Voilà, il y a eu des moments comme ça, tous ces moments de vie, de joie, les gens qui crient à l'arrivée, qui sont heureux de s'être dépassés, de se dire qu'ils ont atteint ce qu'ils pensaient jamais atteindre parce que ça leur semblait difficile. Ça reste des moments marquants de l'organisation. Et de voir des coureurs de renom qui sont parmi les pointures du trail mondial venir courir du côté de Millau. Sur un plan personnel, ça doit faire plaisir quand même. Oui, ça fait plaisir parce que nous, en tant que journalistes, comme on l'a dit, on a beaucoup travaillé aussi sur le sport de haut niveau. Et ça nous fait plaisir de voir que les trailers de haut niveau ont envie de venir disputer les Templiers. On a eu des belles personnes à travers les dernières années. Roussecroft, par exemple, qui est fidèle, qui est déjà venu 3 fois, qui adore la course. On a eu des échanges qui sont vraiment positifs avec les coureurs. Et c'est vrai que quand voilà, on voit un Wamsley qui dit ça fait longtemps que je voulais venir courir les Templiers, mais bon là je l'ai fait parce que comme je suis en France, ça m'évite de faire le voyage. On se dit tiens, je savais pas que je pouvais être dans la sphère d'un champion comme ça, de cette trempe-là. Donc ça touche énormément et ce sont des gens qui sont pour tous, on va dire très sympathiques. On a des échanges qui sont souvent courts, mais voilà, qui sont quand même intéressants et ça fait plaisir de voir que la course les a séduits comme les coureurs, les autres coureurs. Donc c'est positif, oui.
Est-ce qu'il y a une typologie de coureurs qui participent aux Templiers? Une répartition homme-femme, des tranches d'âge, des zones géographiques, français, étrangers? Est-ce que vous avez des données sur cette répartition-là? Alors, sur l'ensemble du festival, on a à peu près 30 à 35% de femmes qui participent, hein. Ensuite, c'est les âges. Alors, j'ai pas la pyramide en tête. Je pense que la majorité, c'est les 30-40, on va dire, parce qu'en fait, après, on a des gens beaucoup plus âgés, des gens plus jeunes aussi sur les formats courts. En fait, le fait d'avoir des formats courts et des formats longs fait qu'on peut avoir aussi des gens de 20 ans. Et ensuite, là, c'est toute la France qui vient courir, hein. L'épreuve, par contre, est peu internationale. On a 90 à 95% de coureurs français. Et voilà, c'est satisfaisant aussi à ce niveau-là. Ça s'est fait comme ça parce que c'est vrai que si on compare avec d'autres épreuves, le renom international, il est plutôt sur l'élite que sur les coureurs normaux de base, on va dire. Mais chaque année, on a des délégations étrangères qui viennent aussi. Donc voilà, c'est très hétéroclite en fait, hein. Entre 1995, Odile, première édition, et 2023, comment le trail a évolué selon toi? Bah d'abord, il s'est amplifié, hein, puisque quand on regarde le nombre d'épreuves en 95, bon, et le nombre d'épreuves actuelles, maintenant, je pense que le nombre de trails supplante le nombre de courses sur route en France, selon les derniers chiffres qu'on a pu voir. Donc, beaucoup d'épreuves courses sur route se sont transformées en trails, et au fil des années, avec les difficultés aussi d'organisation dans les milieux urbains, et puis la tendance naturelle des gens à vouloir courir en pleine nature pour déconnecter. Donc, il y a beaucoup plus d'épreuves, beaucoup d'épreuves longues et très difficiles. On a quand même un segment de coureurs, de courses de très longue distance et de très gros dénivelé qui est quand même important. Ça concerne pas 10 000 coureurs tout le temps, mais quand même, c'est beaucoup. Donc, le trail a évolué aussi là-dedans. Après, les distances courtes aussi se sont développées. En fait, c'est un milieu vivant, hein, ça n'arrête pas d'évoluer. Des épreuves nouvelles se créent. Avec le Covid, c'est vrai qu'il y a eu un tassement de certaines épreuves, mais donc certaines ont hésité à repartir. Là, maintenant, on est sur une évolution qui est en train de se modifier encore avec l'évolution, avec les World Series, qui fait que le système de qualification pour l'UTMB ayant été modifié, il y a un certain nombre d'ultras qui sont pénalisés, puisqu'en fait, précédemment, ils donnaient des points et maintenant, ils n'ont plus l'autorisation de donner des points. Donc là, on est un petit peu à un tournant. On va voir sur cette année 2023 et 2024 quelles seront les conséquences sur le nombre d'épreuves d'ultra, en fait. C'est surtout ça où ce sera modifié, je pense. Donc là, on est à nouveau à un changement majeur, en fait. De votre côté, vous avez toujours voulu garder la main et une certaine indépendance vis-à-vis de ces labels, de ces organismes qui peuvent proposer derrière des courses avec le label type UTMB. Je sais qu'il y en a sur Nice, il y en a un petit peu partout. Vous avez cette indépendance et une vision assez claire de ce qu'est la course par rapport à votre organisation. Le label en tant que tel, on n'est pas contre parce que c'est vrai que structurer un circuit, ça se fait dans tous les sports et c'est aussi le dynamisme d'une discipline. Après, les conditions posées sont quand même complexes, hein, et donc on ne souhaitait pas donner suite à ces conditions. On souhaitait quand même rester propriétaire de notre événement et décisionnaire aussi de son cadre d'organisation à plein de niveaux. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité demeurer complètement indépendant. On est quelque part une structure familiale et on n'avait pas la volonté d'intégrer une multinationale. Quand on a été un groupe de presse, c'était pareil. On a été un groupe de presse indépendant. On a travaillé avec 2-3 titres, une maison d'édition où on a quand même produit, je sais pas, une quarantaine de livres, mais toujours en indépendant en fait. Donc c'est notre marque de fabrique un petit peu du couple, hein, et de la famille. Et donc là, ça s'inscrit dans la même logique. On souhaitait aussi que par rapport à notre ville, l'événement demeure milieu
la voie en fait. C'est pour ça qu'on a renforcé notre équipe avec des jeunes qui veulent vivre à Millau. On a réussi à faire revenir des urbains qui étaient en grande ville et qui maintenant, qui étaient aveyronnais, voilà, qui ont l'opportunité de vivre ici. Pour nous aussi, c'est important de sentir que la transition se fait dans une équipe qui est un petit peu à notre image, plutôt qu'à dans une équipe énorme multinationale. On s'y reconnaissait pas. Après, voilà, l'évolution, elle est peut-être logique. Hein. On peut remarquer que c'est la même évolution que le triathlon. Bon, nous, on a bien connu le triathlon puisqu'on a pratiqué, Gilles et moi, vraiment au début du triathlon et on a vu comment il s'est structuré. Donc, c'est un peu la même évolution qui est en train d'arriver. Et après, ben, dans le triathlon aussi, il y a des gens qui ont eu la volonté de rester indépendants et d'autres d'intégrer les circuits. Il n'y a pas de jugement de valeur en fait. On verra comment les trailers accueilleront cette évolution, de toute façon qui sera quelque part obligatoire, puisque pour disputer l'UTMB, les données sont claires, il faut en passer par les séries. Donc à partir de là, dans la mesure où l'événement UTMB Chamonix, il attire toujours autant de coureurs et qu'il est toujours aussi attractif, mais forcément, les gens en passeront par cette phase de qualification. Ben, je pense que ça va se mettre en place. Voilà. Après, c'est sûr, ça provoque des turbulences. Nous, ça nous a obligés à vraiment nous positionner en indépendant et à le revendiquer aussi parce que on veut pas apparaître, comment dire, faible. Voilà, on demeure fort et volontaire. Donc, voilà, on porte aussi ce qu'on a décidé de porter avec les avantages et les inconvénients que ça présente. Après, ça présente tout de même beaucoup de l'avantage de rester conforme à notre état d'esprit et à une certaine éthique de vie. Donc, voilà, c'est notre décision et pour le moment, on demeurera sur ce cap-là. Odile, je suis un tout petit organisateur de courses. 2 éditions d'une petite course locale à côté de la maison, une 3e en préparation pour 2024. Quels conseils tu pourrais me donner pour que tout se passe au mieux? Ces grands axes que l'on doit avoir en tête quand on est organisateur de courses. Ben, je pense que l'axe majeur, c'est de satisfaire le coureur, vraiment se mettre en osmose avec ce qu'il attend, tant en parcours, originalité de parcours, des parcours logiques, comme le dit Gilles, c'est lui qui trace les parcours. Il faut que le parcours il ait une certaine logique. On ne fait pas tourner les gens sur des boucles à l'envers, etc. Il faut ça aille quelque part, que ça s'inscrive dans un esprit. Et ensuite, après, ravitaillement, repas, enfin tout ce qu'il faut pour que les gens se sentent bien accueillis, qu'ils passent un bon moment ensemble. Et après, je pense qu'une fois qu'on a mis ça en place, en fait, ben, tout se met en place de façon positive pour que l'événement réussisse. Bon, si j'ai besoin, je te passe un petit coup de fil et tu me renseigneras volontiers. Oui, ok. Alors, j'avais une dernière question traditionnelle pour finir l'épisode. Pour toi, Odile, un instant à côté de tes pompes, c'est-à-dire en dehors de toute organisation de course, de sport et autres, ce serait quoi? Quelque chose que tu aimes faire? Alors, c'est sur mon vélo, quand je fais des longs parcours avec Gilles, puisque depuis quelques années, on s'est mis à faire des longs parcours en vélo. Donc moi, je le rappelle, je suis en VAE, Gilles est en musculaire, mais bon, on a fait des grandes épopées. On est allé à Budapest, on est allé à Amsterdam. Là, on va faire 15 jours de vélo vers l'Italie. L'année dernière, on a fait un mois de vélo aux États-Unis, dans le sud, à travers le désert, etc. Et ça, c'est les moments où on décroche complètement. Et c'est vrai que c'est magique en fait. Là, c'est à côté de mes pompes. Là, au bout d'un moment, même les courses, on n'y pense plus. Et voilà, on pose la tête, ça fait énormément de bien. Et voilà, c'est notre nouvelle soupape. Donc, au plaisir de vous accueillir du côté de la Loire à vélo. Elle passe juste devant mon établissement scolaire. Je l'ai déjà fait 2 fois, la Loire à vélo. Tu habites où exactement? Beaugency, donc un joli petit village en bord de Loire. Ouais. Oui, on l'a fait. D'abord, je l'ai fait une première fois parce que Gilles a fait la descente de la Loire en bateau et en kayak. Donc, je le rejoignais, on faisait des sauts de puce. Et puis après, on l'a fait ensemble. Là, c'est magique. J'adore la Loire à vélo.
En tout cas, Odile, je te remercie d'avoir échangé autour de cette organisation de course. Tu es l'organisatrice avec ton mari Gilles et tout le staff que l'on salue autour de vous pour ce Festival des Templiers. Donc, merci d'avoir un petit peu donné l'envers du décor de cette grosse manifestation en trail. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, Sébastien. Et pour les auditeurs, je vous invite peut-être à vous inscrire dès aujourd'hui pour le Festival des Templiers 2023. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.